60 ans après la République démocratique du Congo, 60 ans après son indépendance, le pays n'est toujours pas au rendez-vous du développement, un défi que tente de relever ses filles et fils. Le cas des originaires du Congo central, les Néo-Congos ont tenté de mettre en place une chambre de commerce et d'industrie. Ça va faire l'objet du dossier de la rédaction du jour. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Bienvenue, Alain Bouma. Merci, Julie Sefou. Et pour en parler, nous recevons, mesdames, messieurs, monsieur Tossi Panupano. Il est membre fondateur de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central. Bienvenue, monsieur Panupano. Merci, Julie. Merci, Alain. Monsieur Tossi, qui êtes-vous pour faire partie de la Chambre de commerce et d'industrie provinciale? Je suis congolais, originaire de la province du Congo central, ayant la fibre d'entrepreneur, étant fondateur d'une agence de consultance qui s'appelle T2M Conseil et qui voudrait m'impliquer pour l'essor économique de cette province. C'est une province aux énormes potentialités. C'est une province également dotée d'infrastructures relativement modernes au niveau routier, au niveau ferroviaire, au niveau énergétique. Et c'est une province qui malheureusement a une population qui vit dans une certaine pauvreté. Et donc l'un des objectifs, je pense, moi, en me joignant à ce groupe des 12 fondateurs de cette chambre de commerce, c'était justement de voir comment mettre en adéquation les énormes potentialités de cette province avec le besoin d'un mieux-être, d'un mieux-vivre de cette population. Et donc vous avez créé une chambre de commerce et d'industrie pour le Congo central, mais à quoi sert, voulais-je dire, une chambre de commerce? D'ailleurs, la chambre de commerce n'est pas seulement de commerce et d'industrie, hein. C'est une chambre également des métiers, c'est une chambre des mines, c'est une chambre des infrastructures, c'est une chambre de l'énergie, ainsi que d'autres secteurs. Et donc cette chambre-là vise simplement à promouvoir les intérêts de ses membres. Donc lorsque vous êtes membre de cette chambre a vocation donc de travailler pour la défense des intérêts de ses membres. Et cela passe par notamment assurer qu'il y ait de bonnes relations au sein de cette chambre de commerce entre ses membres, essayer de voir comment être également l'interface qui facilite les relations entre les pouvoirs publics et les entreprises en général, et particulièrement les membres de cette chambre de commerce. Nous assurer qu'il y ait un lobbying qui soit fait pour garantir un cadre qui soit incitatif aux investissements, un cadre réglementaire, un cadre législatif qui soit propice aux investissements. Et il s'agit également de promouvoir les bonnes pratiques, la bonne gouvernance, lutter contre la corruption. Il s'agit de voir également comment faire une contribution au développement socio-économique, comment contribuer au développement des infrastructures. Donc cette chambre de commerce a vraiment un large champ d'action. Il s'agit également de voir comment créer des liens avec d'autres chambres de commerce qui pourraient être faites dans d'autres provinces de la RDC, ainsi que d'autres chambres de commerce qui peuvent exister au-delà de nos frontières, et essayer justement d'être la structure qui canalise des échanges économiques, des investissements vers la province. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Il est donc question des intérêts des entrepreneurs. Ici, le cas du Congo central, parce que c'est une première, une chambre de commerce et d'industrie provinciale. Oui. En République démocratique du Congo, combien y a-t-il en visible et en non visible, entre guillemets, d'entreprises dans cette province? Alors d'abord, une correction de taille. Il faut que les gens comprennent vraiment qu'il s'agit des entreprises au Congo central, c'est-à-dire des entreprises qui sont régulièrement constituées, qui ont une personnalité juridique, mais il ne s'agit pas des entreprises des ressortissants du Congo central. Donc ça peut être une entreprise qui appartient à un Katangais, à un Kassaïen, à un Équatorien, mais qui est active au Congo central. Et donc nous voudrions que cette entreprise vienne et devienne membre de notre chambre de commerce. Voilà au moins qui enlèverait le côté tribal. Oui, voilà. Il y a cette mauvaise perception. Mais vous savez, que l'on fasse une chose ou son contraire, on est toujours critiqué. Parce que si nous avions commencé cette chambre de commerce, au lieu que les 12 membres fondateurs ne soient tous originaires de la province,
Si on avait eu comme membres fondateurs des Kivusiens, des Indo-Pakistanais, des Chinois, on nous aurait dit « Ah, ils ne savent rien faire d'eux-mêmes ». Donc, que l'on soit dans un cas ou dans l'autre, on est toujours critiqué. Et donc, c'est vrai que l'inspiration est venue de 12 originaires de la province, mais qui, pour beaucoup d'entre eux, sont beaucoup actifs à Kinshasa, même ailleurs. Donc notre vision n'est pas une vision qui limite à l'appartenance. Il fallait juste que l'on puisse donner le ton, montrer que nous sommes épris du développement de la province et donc nous nous sommes mis ensemble. Alors pour revenir à votre question, madame, combien d'entreprises y a-t-il au sein de la province? C'est une bonne question. Et peut-être que l'une des premières missions que nous devrions nous assigner, nous, en tant que Chambre de commerce, serait justement d'inventorier, de répertorier quelles sont les entreprises qui sont constituées légalement et qui pourraient être membres donc effectifs de la Chambre de commerce. En sachant qu'il y a également d'autres catégories de membres. On peut être membre sympathisant, et cela, c'est pour les personnes physiques, puisque nous ne prenons que comme membres effectifs donc les personnes morales, juridiquement constituées. Et donc on peut également accueillir les personnes physiques parce qu'elles peuvent également emmener une contribution qualitative dans le développement de notre vision. Et donc il faudrait que l'on voit. À l'époque, la province du Congo central avait un fort tissu industriel et malheureusement il y a eu les pillages, il y a eu les années de conflits dans notre pays qui ont fait que l'activité économique a un peu périclité, mais on pense que très rapidement, si jamais certains fondamentaux sont mis bien en place, très rapidement nous pouvons reconstituer ce tissu économico-industriel d'antan. Vous avez diagnostiqué, qu'est-ce qui bloque le développement de la province du Congo central, d'après vos analyses? Bon, je crois que déjà, il faut partir d'un constat. Tout le pays souffre un tout petit peu de la même situation. C'est-à-dire, pour investir, il faut souvent mobiliser des moyens conséquents. Et je pense qu'en RDC, malheureusement, n'ayant pas un fort pouvoir d'achat, les Congolais n'épargnent pas trop. Donc, il n'y a pas d'épargne nationale qui puisse financer le développement. Et donc, pour que nous puissions nous développer, en tout cas au niveau des enjeux qui sont les nôtres, il faut attirer les capitaux, essentiellement des capitaux qui viennent de l'étranger. Et pour ça, il faut que le pays envoie certains gages. Il faut que les gens se disent, il y a la règle de droit qu'il faut autorité. Il y a des lois qui sont respectées. Si jamais j'investis, je ne peux pas être exproprié. Si jamais j'investis et que je veux faire un rappel de mes capitaux, il ne faut pas que cela soit bloqué. Donc il y a un cadre des investissements qui peut-être n'est pas celui qui attire le plus. Même si je dois reconnaître aujourd'hui que l'ANAPI, notre agence nationale de promotion des investissements, a fait un gros travail pour assainir ce cadre des investissements. Mais la RDC en ce moment ne jouit pas encore des énormes capitaux qu'il faut pour faire certains grands projets structurants. Aujourd'hui, on parle de Inga 3, on parle du grand Inga, on parle du port en eau profonde de Banana, on parle de la réfection, de la réhabilitation du chemin de fer. Tout ça demande d'énormes capitaux et sur fonds propres, malheureusement, nous ne sommes pas à même de financer cela. Et donc je pense qu'il faut pouvoir être suffisamment attractif pour pouvoir faire venir ces capitaux-là. Alors, le développement, ce n'est pas simplement les grands projets, il y a également les petits projets. Et pour les petits projets, je crois que chacun d'entre nous, on peut effectivement un peu mettre la main à la poche, acheter quelques hectares de terrain, commencer à produire et vendre à Kinshasa, qui, avec ses 15 millions d'habitants, est un marché naturel pour le Congo central. Donc je crois qu'il y a des atouts, il y a des avantages, et il faut pouvoir vraiment capitaliser sur tout ça pour relancer l'activité économique au Congo central de manière vraiment à ce qu'on puisse avoir un impact sur la population et réduire la pauvreté dans laquelle elle vit. La fierté du Congo central, c'était surtout son ouverture, enfin c'est son ouverture fluviale où
tous les Congolais pouvaient se dire il y a des marchandises qui entrent et qui vont sillonner le pays, mais depuis, c'est au point mort. Est-ce que la Chambre prend cela aussi en compte comme potentialité, mais on veille pour étudier la question de la relance? Alors nous sommes de nature optimiste. C'est-à-dire que nous ne voyons pas le verre à moitié vide, nous voyons le verre à moitié plein. Et lorsqu'il y a comme ça certaines contraintes, nous, on essaye de trouver l'opportunité. Si aujourd'hui, effectivement, nous avons 2 ports qui ne sont pas des ports en eau profonde et qui sont des ports qui, malheureusement, ont des coûts d'opération qui sont un peu supérieurs aux autres, le port de Matadi, le port de Boma, cela doit justement nous motiver, au lieu de tout importer, de faire de la transformation locale. Est-ce que nous sommes obligés de faire venir toutes ces denrées alimentaires, tous ces poulets surgelés, tous ces poissons congelés, alors que la province, qui voit passer toutes ces marchandises, a le potentiel de les produire? Au-delà de ça, on peut également voir comment est-ce que toutes les matières premières qui sortent vers la Zambie, vers la Tanzanie, on peut voir comment est-ce qu'il peut y avoir une réhabilitation du chemin de fer qui, lui, va directement être en contact avec le fleuve. Madame a mentionné le fleuve. Le fleuve offre le coût de transport par tonne le moins cher. Le fleuve, en tout cas, c'est la meilleure voie de communication du pays. Au kilomètre, le kilomètre transporté sur le fleuve coûte moins cher que la route, coûte moins cher que le chemin de fer et bien sûr coûte moins cher que l'avion. Et donc il faudrait que l'on voit comment éventuellement bien drainer le fleuve, réhabiliter le chemin de fer, construire le port en eau profonde, et le Congo central sera justement cette voie vers laquelle on peut évacuer énormément de nos matières premières qui malheureusement doivent passer par l'Est et le Sud avec un coût exorbitant. Donc le Congo central offre effectivement toutes ces opportunités, à nous de voir comment tout mettre en jeu pour pouvoir les concrétiser en réalité probante. Le Congo central, c'est la seule province qui a 40 km de littoral, oui, océan Atlantique. Comment est-ce que vous avez une idée de comment aussi vous pouvez essayer de voir ou maximiser un peu ce potentiel? Déjà, il faut voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il y a une exploitation pétrolière qui apporte des ressources à l'État. C'est une bonne chose. Il faut regarder, est-ce que cette exploitation se fait en suivant les normes sociales environnementales les plus rigoureuses qui soient. Moi, je ne vais pas spéculer ou faire des accusations gratuites. J'entends plusieurs choses sur le secteur pétrolier, du côté de Mwanda et l'impact qu'il a. Peut-être que la Chambre de commerce, parmi l'une de ses premières missions, pourrait également faire une espèce d'audit indépendant sur le secteur pétrolier, sur l'impact que cela a. Parce que cette côte que nous avons, ces kilomètres de côte peuvent effectivement être valorisés, notamment à travers le tourisme. Hein. Vous savez, lorsque vous allez sur la côte d'Azur en France, vous allez du côté d'Ostende en Belgique, au Brésil, dans d'autres pays, autour des côtes, il y a une activité économique florissante et qui vraiment apporte de grandes retombées. Est-ce qu'on peut faire la même chose au Congo central? Pourrions-nous développer du tourisme de masse où des tours opérateurs emmèneraient des Allemands, des Danois, des Américains directement à Mwanda sans atterrir par Njili? Il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut exploiter ce potentiel et puis voir pourquoi pas. Ça peut être également une zone franche où les gens peuvent développer certaines activités en bénéficiant d'un régime fiscal intéressant. Ça pourrait peut-être être incitatif pour faire venir des investissements. Et donc on peut effectivement valoriser cette côte-là. Il y a également le parc national des mangroves. Hein. C'est un site unique. Ça peut également être un endroit où on peut faire de l'écotourisme, hein, où des gens peuvent venir essayer de visiter, loger là dans des conditions un peu rustiques, des conditions où on les met dans certaines infrastructures en bois peut-être. Hein. On ne va pas venir mettre du béton, du ciment dans ce parc.
Donc il faut qu'on réfléchisse. Et donc je pense que pour avoir une bonne idée du modèle de développement que nous devons adopter pour le Congo central, c'est pour ça que nous avons l'ambition d'organiser le premier forum économique du Congo central, qui a Congo central, qui bien sûr va se tenir dans les jours qui viennent, et je serai heureux de répondre à vos questions par rapport à ce forum. Voilà, on arrive à ce forum, même si on reviendra sur les intérêts des uns et des autres. Bon, parlons du forum. Le forum sera suivi du lancement d'abord de la CCIK, parce que jusqu'ici, ce n'est que sur papier, il faut la présenter au public. Hein. Qu'allez-vous dire au public le jour de la présentation? Qu'est-ce que vous direz au Né Congo? Qu'est-ce que vous direz aux investisseurs? Oui. Donc voilà, effectivement, le vendredi 13, il y a à Matadi l'inauguration du siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central. Et donc ce sera une inauguration solennelle, nous aurons les pouvoirs publics avec nous, nous aurons des acteurs économiques avec nous, où nous portons officiellement sur les fonds baptismaux cette Chambre de commerce, que nous voulons être une Chambre de commerce qui contribuera au rayonnement de la province, à sa prospérité et au bien-être de sa population. Et donc, humblement, nous dirons, nous venons pour essayer d'être porteurs de solutions et être un laboratoire à idées qui permettra d'avoir un impact et de transformer la province. Donc c'est un peu cela, notre mission que nous nous assignons. Et donc, ce sera le 13. Directement après, le 14, à Mboué-la-Lodge, à Kisantu, à 120 km de Kinshasa, nous allons avoir ce forum donc, sur les richesses et les potentialités du Congo central. Et le 15, nous allons terminer avec une visite du jardin botanique de Kisantu. Encore pour nous une façon d'illustrer le potentiel touristique de la province. Et donc le forum consistera en 4 grands ateliers au cours desquels nous avons invité différents panélistes et il sera donné l'occasion aux participants de pouvoir échanger avec les panélistes et justement voir quel est le modèle que nous voulons pour la RDC. Il y aura un premier atelier qui, lui, portera sur quel financement économique pour un développement durable dans le Congo central. Un deuxième panel sera intitulé quelle industrialisation pour les mines au Congo central. Un troisième atelier, et celui-là me tient beaucoup à cœur compte tenu de certaines de mes activités, c'est quel modèle d'agroécologie et d'écotourisme pour le Congo central. Ah oui, ça doit vous tenir à cœur. Voilà. Et le dernier sera justement sur également quel modèle d'industrialisation du Congo central, mais à travers quel type d'infrastructure pour créer une croissance socio-économique dans le Congo central. Donc voilà les 4 grandes thématiques qui seront couvertes par ces ateliers. Et nous espérons que durant ce forum, nous aurons suffisamment d'échanges d'idées. Vous savez que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Donc nous espérons que vraiment nous pourrons confronter les différentes approches pour pouvoir développer une vision commune qui pourra donc nous aider tous à tracer une feuille de route sur la manière dont le Congo central doit pouvoir se développer. Et ce forum, ce sera notre premier forum, mais nous avons l'ambition de l'organiser une fois par an. Et donc, l'année prochaine, nous pourrons faire le bilan et voir est-ce que la Chambre de commerce a eu un impact. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en un an? Donc voilà, donc un peu, nous mettons déjà la barre à un niveau très haut pour nous-mêmes et nous espérons vraiment que nous aurons une large participation de différents acteurs économiques, de différents acteurs sociaux, parce que la Chambre de commerce vise également à défendre les intérêts de membres qui sont dans des secteurs économiques, certes, mais également dans des secteurs sociaux. Nous pouvons accueillir des ASBL, des ONG également, ou même dans le secteur scientifique. Donc nous sommes vraiment pour
nous venons nous constituer comme une espèce de creuset, et je ne veux pas aller dans une démarche qui soit élitiste, mais vraiment des bonnes volontés qui veulent faire mieux et qui veulent vraiment contribuer à ce que le Congo central fasse un saut qualitatif vers un mieux-être. Est-ce que ce serait là la ligne de démarcation entre la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central et la Fédération des entreprises du Congo? Bon, disons que pour moi, être membre des deux n'est pas mutuellement exclusif. Okay. Moi, je pense qu'être membre de la Chambre de commerce n'exclut pas d'être membre de la Fédération des entreprises du Congo. Alors pourquoi être dans deux? Parce que la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, comme je l'ai dit tout à l'heure, vise à défendre, à pousser pour un développement qui soit axé sur la province. La Fédération des entreprises du Congo, je pense qu'elle a vocation plutôt à une échelle nationale. Et donc il y a cette spécificité qui ne crée pas l'exclusion. Moi, je crois que c'est un peu le vieux débat entre la préférence et l'exclusion. Et donc moi, je crois que c'est possible d'être dans la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central et d'arriver à une meilleure complémentarité avec ce que la FEC fait. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction du tout, mais une véritable complémentarité. Qui sont invités à ce forum, à ce premier forum économique du Congo central? C'est sur Internet. Nous avons quelques invités, mais sinon, il y a une libre souscription. Il y a un site Internet qui a été largement partagé. Il vous suffit de cliquer, de vous inscrire. Il y a un prix de participation de $100 pour pouvoir participer à ces débats qui seront riches, qui seront utiles, qui seront instructifs. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. Nous pensons, nous, compte tenu des mesures sanitaires qui sont recommandées en ce moment, nous voulons atteindre environ 150 participants. Pour nous, c'est la masse critique qui nous permettrait d'avoir de bons débats, de bonnes délibérations. Mais bon, si nous avons un peu plus ou un peu moins, nous serons quand même heureux. Et donc, tout le monde peut s'inscrire. Nous espérons en tout cas qu'il y aura une participation variée. Nous espérons qu'il y aura une participation équilibrée, puisque nous sommes pour la promotion du genre. Nous avons beaucoup de membres qui sont des membres fondatrices de notre organisation. Et donc nous voulons qu'il y ait plusieurs perspectives, plusieurs approches qui viennent se confronter entre elles et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Vous savez, au Congo central aujourd'hui, il y a de grandes cimenteries, il y a une grande sucrière, il y a les activités portuaires, il y a certaines activités agricoles qui sont en train de foisonner, il y a bien sûr l'activité pétrolière. Et il nous faut sortir des sentiers battus et essayer de faire d'autres choses. Il nous faut également former la main-d'œuvre locale. Je parlais une fois avec un monsieur qui est dans l'industrie du ciment qui me disait il y a tellement de jeunes brillants ici localement, c'est un peu dommage qu'on fasse chaque fois venir des Zambiens, des Australiens pour travailler dans ce secteur. Et donc il faut former les compétences locales pour qu'elles puissent participer à la création de valeur au niveau local. Et encore une fois, ce n'est pas une démarche d'exclusion, c'est une démarche de complémentarité. Voilà. Est-ce que la CCIK, sans exclure mais être complémentaire, peut se considérer comme un porte-parole des entrepreneurs du Congo central? Oui, je pense. Dès lors que nous avons plus d'un membre, nous devenons quelque part les porte-parole de ces deux membres que nous avons. Et comme notre ambition, c'est d'avoir le plus large, le plus grand nombre possible de membres, effectivement, une fois qu'ils seront membres de chez nous, ils vont adhérer à notre code de conduite, ils vont adhérer à notre règlement intérieur. Eh ben, nous deviendrons directement leur porte-parole. Nous serons leurs mandataires. Ce seront des mandants qui nous donneront un mandat
et il nous faudra, nous, aller parler pour eux. Donc il faudrait que ces entrepreneurs soient rassurés, convaincus du leadership de la CCIK, Oui. jusqu'où elle pourrait aller. Oui, donc nous avons donc une structure où il y a les 12 membres fondateurs qui, bien entendu, font partie du conseil d'administration. Mais tout ça est chapeauté par une assemblée générale où chaque membre en ordre de cotisation a voix délibérative. Il y a ensuite un comité exécutif et il y a un secrétariat général basé au Congo central et qui compte donc une secrétaire générale. D'ailleurs, je la salue ici, Madame Chantal Malamba, qui sera soutenue par 3 directeurs de district. Parce que vous savez que la province est divisée en 3. Et donc, pour nous, lorsque vous devenez membre, vous avez droit au chapitre lors de l'Assemblée générale, que ce soit de l'ordinaire ou une qui est convoquée de manière extraordinaire. Vous dites, je ne suis pas d'accord avec telle démarche, moi je pense qu'on peut améliorer ceci et cela. Donc c'est un espace extrêmement ouvert. Qui plus est, en termes de gouvernance, nous avons donc un président qui est élu pour un mandat initial de 3 ans. Il a 3 vice-présidents, dont une dame, et nous verrons dans 3 ans comment est-ce que nous pourrons éventuellement nous assurer que nous avons une vice-présidente et non pas un vice-président, et espérons que ce sera peut-être un nouveau membre qui vient d'arriver. Donc nous sommes très ouverts, nous pensons que nous n'avons pas le monopole de la connaissance, nous n'avons pas le monopole de la méthodologie, nous sommes vraiment ouverts parce que nous estimons que plusieurs idées qui viennent ensemble permettent de faire foisonner une démarche qui soit mutuellement bénéfique, et donc vraiment nous sommes attachés à cette approche-là. Et que faire pour devenir membre de la CCIKC? Voilà, alors je vais essayer de me rappeler de tout ça. Il faut remplir bien entendu la demande d'adhésion. Il faut également avoir un parrainage par un membre en ordre de cotisation ou un membre fondateur. Il faut produire un PV de votre dernière Assemblée générale avec un bilan qui est notarié. Il faut adhérer au code de bonne conduite et il faut donner la preuve de sa constitution juridique. Soit vous êtes une personnalité morale, soit vous êtes un commerçant, soit vous êtes une ONG. Et donc une fois que vous répondez à tous ces critères, vous pouvez être membre. Et bien entendu, il faut s'acquitter de la cotisation qui est à ce stade établie à $500 par an, payable en 2 fois. Vous savez comment vous rappeler, ne serait-ce qu'en passant du code de bonne conduite, parce que ça, c'est des expressions qui intéressent plus d'un Congolais, monsieur le cofondateur. Écoutez, vraiment, là, vous me posez une colle, mais c'est des choses générales. Il faut avoir une bonne moralité, il faut adhérer à de bonnes pratiques. Disons que si un membre fondateur, si un candidat veut être membre chez nous et qu'il brasse des millions de dollars, mais que nous savons que c'est de l'argent qui n'est pas très propre, nous en tout cas nous dirons non. Nous ne voulons pas que vous veniez chez nous parce qu'il ne s'agit pas de quantité, mais il s'agit de qualité. Et donc voilà, donc il y a quand même, nous nous connaissons, nous vivons dans le même écosystème socio-économique, et en tout cas nous savons que certains membres, s'ils viennent, ils font montre de patte blanche, seront les bienvenus, mais d'autres, on leur dira de ne pas forcément faire partie de notre groupe. Même s'ils sont du Congo central, qu'ils ont investi au Congo central. Voilà, c'est cela. Merci d'avoir investi au Congo central, merci d'être actif, mais si on estime que votre business n'adhère pas à nos principes éthiques, vous n'êtes pas les bienvenus. Il faut avoir ce courage-là, quelquefois. Il y a l'ouverture ou le lancement de la CCIK qui aura lieu le vendredi. Et le jour qui va suivre, c'est l'ouverture du forum et la suite, après l'ouverture du forum, après le forum en fait. Nous déciderons conjointement. Je pense que lors des discussions en atelier, peut-être qu'un atelier peut dire établissons un groupe de travail qui se réunira régulièrement pour pouvoir voir comment nous pouvons structurer telle démarche. Un autre atelier peut dire nous allons faire une réunion de suivi parce que nous estimons que des contacts
ont déjà été initiés. Et donc voilà, voyons-nous très vite. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais oublié, après les ateliers, il y aura une séance de B2B, où les entreprises qui verront qu'il y a un potentiel pour elles de travailler ensemble pourront directement commencer à échanger pour justement s'assurer qu'il y a un après-forum, comme vous disiez. Alors, que gagnent ces entreprises qui vous font représenter par vous? Autrement, en quoi c'est différent? Quels sont les gains selon que l'on soit membre de la CCIK ou pas? Bon, moi, je crois que c'est les Belges qui aiment dire que l'union fait la force. Oui. Déjà, quand vous êtes plusieurs, je pense que vous êtes déjà les Congolais plus fort. Ça aussi, Makuku Matatu. Voilà, voilà. Ouais. Alors, donc il y a cela, mais au-delà de l'union fait la force, il y a un échange d'informations. Quelquefois, il peut y avoir un besoin spécifique dans un endroit et vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas vu l'appel d'offres, vous n'avez pas été informé. Et le simple fait de venir et de fédérer les énergies, les informations au sein de cette chambre de commerce permettra une meilleure circulation de l'information. Il y a également, comme je l'ai dit, le fait de prendre son destin en main. Bien souvent, les entrepreneurs se plaignent des tracasseries administratives, de la pression fiscale excessive, de l'interférence politique. Nous pensons que s'ils viennent chez nous et qu'ensemble nous nous mettons ensemble, 40 voix portent plus qu'une. Et donc, si jamais ensemble nous pouvons établir quelles sont certaines doléances, quel est un certain cahier de charges qu'on peut élaborer ensemble, ça nous donne une force de lobbying pour nous engager avec les pouvoirs publics, pour nous négocier avec, par exemple, le secteur bancaire en disant les taux d'intérêt que vous pratiquez au Congo central sont trop élevés, alors que la province est relativement stable. Donc il y a cette capacité, cette force de négociation qui fera que les membres qui viennent chez nous pourront certainement être dans une meilleure position lorsqu'ils doivent entreprendre. Il y a également, comme je disais, certaines bonnes pratiques. Moi, je pense qu'un jeune entrepreneur peut venir au sein de la chambre de commerce et bénéficier du mentorat d'un entrepreneur qui, lui, est plus aguerri. Donc voilà, il peut avoir cet espace pour un échange de bonnes pratiques, de bons procédés. Et donc la chambre de commerce, je dis en toute humilité, nous pensons vraiment que ce sera un espace qui va apporter un surplus qualitatif aux membres qui viendront. Donc, moralement, vous vous préparez à beaucoup de choses parce qu'on est en République démocratique du Congo. C'est vrai que ça va être le cas du Congo central, mais il faudrait un lobbying fort pour faire porter la voix et obtenir gain de cause. On connaît les contextes et vous le savez aussi mieux que nous. Oui, et c'est pour ça que nous poussons vraiment pour une démarche qui soit décentralisée, qui permette également aux autres provinces de faire leur chambre de commerce et qu'on puisse peut-être faire une interfédérale entre les différentes chambres de commerce au niveau national, de telle sorte qu'on puisse apprendre les uns des autres et ensemble exercer une pression saine sur les gouvernants pour nous assurer que l'entrepreneuriat local, que les entreprises congolaises puissent véritablement prospérer, libres de toute pression excessive, et puissent également garantir les conditions de pouvoir compétir de manière saine. Parce que quelquefois, la compétition est malsaine ici. Vous êtes un entrepreneur congolais, vous devez aller accéder à des crédits qui ont des intérêts exorbitants. Certains bénéficient d'exonérations dont vous ne bénéficiez pas. Et donc, il faut s'assurer que le terrain soit un terrain qui soit neutre, qui soit équitable et qui permette aux uns et des autres de pouvoir s'engager sur une base purement compétitive. Les idées sont une chose, mais l'accès aux moyens qu'il faut pose aussi des problèmes. En République démocratique du Congo, le crédit est consort avec un pays qui n'a pas de banque. Il faut aller voir à l'extérieur, mais les taux d'intérêt et tout. Donc tout ça va vous demander du travail et du travail. Oui, c'est vrai, mais nous sommes prêts à nous mettre à travailler justement. Nous n'avons pas peur de la tâche ardue qui nous attend.
et nous allons mettre la main à la pâte. Il y a des banques, c'est peut-être des banques qui travaillent dans un cadre qui pousse à être prudent parce que le risque est important et pour ça il faut se couvrir en prenant des garanties parfois excessives, en impliquant des taux d'intérêt qui sont parfois excessifs. Et qui sait, peut-être que notre initiative poussera la création d'une banque du Congo central. Qui sait? Ça dépend. Pour nous, nous voulons aller donc de la manière la plus neutre possible dans une évaluation de ce qui est fait et essayer de répondre aux besoins qui se posent. Si ce besoin est effectivement un besoin qui soit en termes de capitaux, nous pouvons en tant que chambre de commerce établir un jumelage avec une autre chambre de commerce. Pourquoi pas dans une place financière reconnue comme Dubaï, Hong Kong, Londres, Francfort, et voir justement comment est-ce que nous pourrons, à ce niveau-là, mobiliser des financements, non pas qui servent à financer des initiatives dans le Congo central, mais simplement à couvrir le niveau de risque de l'investissement au Congo central ou à servir de fonds de garantie. Donc nous pourrons travailler avec les banquiers locaux, mais qui auront à leur disposition certaines garanties qui leur permettront de donner le crédit plus facilement. Donc il faut qu'on soit créatif et qu'on voit un tout petit peu comment sortir des sentiers battus pour vraiment stimuler la croissance socio-économique dont nous avons besoin au Congo central. Il y a une part belle réservée aussi au Bas-Congo, en dehors de vous, entrepreneurs. Nous qui aimons manger notre foufou, notre kwanga, les moutsambu, on a aussi une part. Ah, écoutez, c'est notre terre, c'est notre province. Les Bas-Congo ont toujours été des personnes qui étaient caractérisées par leur hospitalité. Il y a plus de 4-5 siècles, nous avons accueilli les bras grands ouverts des Portugais. Ils sont arrivés, l'explorateur Diego Cao, ensuite les colons sont venus, nous connaissons tous la maison de Stanley. Et donc la RDC, le Congo central a été en fait cette porte d'entrée par rapport aux autres cultures, aux autres civilisations. Et vous savez, avant l'indépendance, c'était l'un des endroits où il y avait les écoles, où on envoyait l'élite congolaise sous la colonie belge. Il y a pas mal de nos pères de l'indépendance, il y a pas mal des premiers cadres de la République qui venaient de toutes les provinces possibles, qui ont étudié au Congo central. Donc c'est une province qui a toujours été ouverte, qui a toujours été hospitalière, et donc il est clair que ces ressortissants sont quelque part des ayants droit de la richesse qui va y être générée, mais nous ne pouvons pas faire tout seul. Il nous faut aller dans des alliances objectives, stratégiques, pourquoi pas parfois émotionnelles, mais qui nous permettent rapidement de réduire la pauvreté et de garantir les conditions d'une croissance socio-économique qui soit inclusive. Venez faire le business au Congo central, mais ayez un impact. Je ne vais pas pointer du doigt d'autres provinces, mais nous savons que d'autres provinces produisent des milliards de dollars à travers l'exportation de leurs minerais, mais les populations sont extrêmement pauvres. Nous voulons, en tout cas au niveau du Congo central, arriver à un modèle qui fasse que vous investissez chez nous, vous faites de l'argent, assurez-vous qu'une quote-part soit investie localement pour contribuer au bien-être des populations, de telle sorte que ces populations ne voient pas la richesse passer sous leur nez pendant qu'elles croupissent dans la misère. Parce que ça ne sera que justice. Quelle est la langue du travail au sein de la Chambre? Écoutez, les langues officielles du pays, c'est-à-dire la langue officielle est le français, mais sinon toutes les langues nationales sont les bienvenues. Donc, parce que je peux avoir mes idées, mais je ne sais les dire qu'en Kitandou, comment je fais pour m'exprimer. Tout comme vous pouvez venir du fin fond de Chikapa, vous ne parlez que le Chiluba, et vous dites, j'ai l'impression qu'il y a une petite exploitation artisanale de diamants là-bas, du côté, je ne sais pas, de Tchela ou quoi. Moi, je voudrais qu'ils évitent de faire les erreurs qu'on a faites, et j'ai une contribution emmenée à la Chambre de commerce
venez vous parler au Chiluba, on trouvera les moyens de vous comprendre. Forcément. Donc ce n'est pas une Mmh. démarche tribale, Non. ce n'est pas une démarche régionaliste, c'est une démarche solidaire. C'est une démarche qui vise à impacter positivement la province, ses ressortissants, qui peuvent être des originaires ou des non-originaires, et donc pour pouvoir contribuer au mieux-être de la province, qui aura une incidence également sur le mieux-être national, puisque nous savons qu'une province qui génère des richesses a, sur la base de la Constitution, a le droit de retenir à la source 40% de cette richesse créée, mais 60% viennent au gouvernement central et donc peuvent contribuer au mieux-être d'autres provinces. Donc le Congo central, en étant prospère, peut contribuer au mieux-être de l'Ituri, du Sud-Ubangui, du Kwango, du Sankuru. Monsieur Tossi Panou, vous avez aussi une autre casquette. Est-ce qu'il y a des opportunités qu'on peut exploiter dans ce secteur-là de l'environnement au Congo central? Oui, bien entendu. Moi, je crois que déjà, il faut faire le diagnostic. Comment se porte l'environnement au Congo central? Il faut partir de là. C'est une province qui a malheureusement été fortement déboisée à cause du besoin énergétique de Kinshasa. Kinshasa compte entre 12 et 15 millions d'habitants. D'aucuns parlent même de 18 millions d'habitants. Ces habitants-là n'ont pas tous accès à l'électricité. Ces habitants-là, même s'ils ont accès à l'électricité, souffrent de délestage. Donc, chacun des Kinois, à l'arrière de sa maison, a du makala. Ce makala vient du Congo central. Il y a également les effets du changement climatique, dérèglement de la pluviométrie, un stress hydrique qui fait que l'eau n'est plus disponible. Et malheureusement, donc, cela rend l'agriculture plus difficile. Il y a également une question indirectement liée à celle-là, c'est la question du foncier. Est-ce que les gens qui ont quand même la vigueur pour travailler la terre, qui ont la connaissance, est-ce qu'ils ont droit à des terres? Certains doivent marcher des heures pour aller exploiter un petit lopin de terre qui n'a pas forcément accès à une rivière et doit aller prendre l'eau ailleurs. Donc voilà, donc il faut déjà regarder quel est l'environnement. Quel est l'impact de l'exploitation pétrolière? Quel est l'impact de la production du ciment? Quel est l'impact de la production industrielle du sucre? Il faut faire ce diagnostic et voir qu'est-ce qui peut être recommandé. Quel modèle d'affaires nous pouvons, nous en tant que chambre de commerce, recommander aux investisseurs? En disant, nous voulons par exemple que tout investisseur qui vient au Congo central répondent à la norme ISO 14001, qui est donc une norme qui porte sur l'environnement, sur des sauvegardes environnementales importantes. On peut donc nous imposer cela en disant, si vous voulez faire une exploitation agricole, nous voulons nous assurer que vous n'utilisez pas des engrais qui sont interdits ailleurs. Donc nous pouvons, nous en tout cas, en tant que RDC, pouvoir indiquer cela. Alors bien entendu, les opportunités, ce serait faire du boisement-reboisement pour pouvoir reconstituer le capital forestier de la province. Et cela emmène à une opportunité au niveau international puisqu'il y a moyen de générer du crédit carbone. Exact. Cela peut également nous pousser à voir quel type d'arbres peuvent être privilégiés, non pas pour sauver la planète, mais pour des besoins économiques. On peut privilégier certains arbres parce que nous savons que grâce à eux, nous allons faire la production de chenilles, la production de miel, l'aviculture. Plutôt que de répondre simplement aux besoins du bailleur. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. En Éthiopie, ils ont planté 400 millions d'arbres en une journée. La majeure partie des arbres sont morts. Parce qu'il n'y avait aucune motivation à entretenir ces arbres. Parce qu'il n'y avait aucun modèle économique derrière. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'environnement est un secteur qui attire les gens. Mais si on n'arrive pas à développer un modèle d'affaires lié à cela, malheureusement, tous les efforts seront vains. Donc à nous de voir quelle charte nous pouvons définir pour faire la part belle à l'investissement économique et industriel, mais tenir compte également des normes environnementales et du secteur de l'écologie. Votre mot aux investisseurs nés Congo?
Des investisseurs nés Congo spécifiquement? Non, ou à pas tous les spécifiquement, voilà, pour le Congo central. Donc, Ouais. Le Congo central is open for business. Désolé de cet anglicisme, mais le Congo central est ouvert. Il veut faire des affaires. Il faut qu'il y ait un modèle gagnant, 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 c'est-à-dire gagnant pour la population, gagnant pour l'investisseur et gagnant pour le pouvoir public, qui, si ce sont des investissements qui sont sains, bien structurés, seront également porteurs de revenus fiscaux qui donneront au pouvoir public les moyens de garantir certains fondamentaux. Parce que le rôle du tout État est révolu, comme je dis toujours. Il faut qu'il y ait un partenariat avec les privés, mais ces privés-là doivent venir et trouver un strict minimum. Sinon, ils ne viendront pas. Et s'ils trouvent un strict minimum en termes d'infrastructure, en termes d'énergie, ils vont investir, ce qui va apporter plus de revenus à l'État, qui lui-même pourra garantir de meilleures conditions. Donc c'est un peu un cercle vertueux que nous voulons développer, et vraiment nous estimons que la Chambre de commerce pourra jouer sa partition par rapport à ce nouveau modèle de développement socio-économique que nous envisageons pour le Congo central. Matondo. Patondo. Merci Alain Boma. Merci. Voilà le vœu, le souhait de Né Congo pour le développement provincial, mais par ricochet, le développement du pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce dossier de la rédaction. Bon succès à cette Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, aux autres de s'en inspirer aussi. Et à très vite sur Biwan. Matondo Ndona Julie. Matondo. Matondo Mukala. Matondo Mingi. Au revoir.